Bonsoir Clémentine Autain. Bonsoir. Soyez la bienvenue dans cette émission. Vous êtes députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Comment ça se passe en Seine-Saint-Denis pour faire de l'essence là? Difficile. Bah, écoutez, j'ai testé ce week-end puisque je devais moi aussi remplir ma voiture puisque j'ai, comme beaucoup de Français, pas d'autre choix que de prendre ma voiture et j'ai dû mettre à peu près 1 heure en effet pour faire le plein. En même temps, il faut savoir pourquoi on se trouve dans cette situation et moi je voudrais exprimer mon soutien, ma solidarité vraiment pour les raffineries qui sont en grève parce qu'on est dans une situation qui est indécente et profondément injuste. Vous avez des groupes qui font des profits colossaux dans une période de crise intense et les salariés, c'est-à-dire ceux qui permettent de produire ces richesses, n'en voient pas la couleur. Vous le savez, Total vient de redistribuer 2,6 milliards d'euros à leurs actionnaires. Et donc, je trouve tout à fait logique que les salariés soient en colère et disent maintenant ça suffit. La direction de Total qui est toquée pour avancer les discussions au début du mois d'octobre. Alors que en fait, il faut expliquer les choses aux gens, mais elles sont prévues calendairement pour le mois de novembre. Bon, la direction de Total dit si c'est débloqué, on veut bien négocier à partir d'octobre. Oui, mais ça marche pas comme ça dans une négociation. C'est d'abord on discute et on arrête la grève si les conditions de la négociation le permettent. Donc la Total essaye de mettre les choses dans le sens qui l'arrange et en tout cas à l'envers de la tradition, si j'ai envie de dire, de négociation. Donc moi je comprends qu'il y ait un renouvellement de la grève et je nous appelle à comprendre à la fois ce qui se joue et à être solidaire parce qu'au fond c'est aussi toute la logique de la période qui se noue à travers ce blocage et cette situation qui n'est pas le blocage dû aux salariés, mais le blocage dû à la direction de Total. Le PDG de Total, lui, il n'a pas attendu le mois de novembre pour s'augmenter de 50%. 50% d'augmentation. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Je vous fais écouter Aurore Berger. Je la recevais ce midi dans BFM Politique. Elle est présidente du groupe majoritaire, la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Voilà ce qu'elle dit de ces blocages. La pression, elle doit être mise des deux côtés. Encore une fois, c'est-à-dire que oui, on a une entreprise qui a réalisé des bénéfices exceptionnels. 6 milliards d'euros de bénéfices exceptionnels sur un trimestre. Donc oui, il est légitime évidemment que les salariés demandent à bénéficier évidemment de ces résultats exceptionnels qui ont été réalisés aussi grâce à eux. Mais ce qui est inacceptable, c'est que ces mêmes salariés, notamment sous la demande et la contrainte de la CGT, fassent encore une fois des grèves préventives qui ont un impact sur qui? Qui ont un impact sur les Français qui n'ont pas d'autre choix. En fait, elle entend ce que vous dites, elle partage votre sentiment sur les bénéfices, mais pas sur la vision des négociations. Oui, mais Madame Aurore Berger partage mon sentiment à l'instant parce qu'elle sait que ce sentiment est majoritaire dans le pays et qu'on est arrivé à un tel niveau d'injustice sociale qu'elle ne peut pas faire autrement que de dire qu'elle comprend. Mais pour autant, elle invite les grévistes à arrêter de faire la grève et à attendre que par miracle, comme le ruissellement voulu par la Macronie, d'un seul coup, la direction de Total dise gentiment aux salariés, bien sûr qu'on va partager ses profits et ses bénéfices. C'est pas la réalité, c'est pas ce qui se passe. Et elle fait mine de penser que nous serions dans un monde de bisounours où gentiment les dirigeants économiques de ce monde vont être touchés par la grâce et d'un seul coup arrêter la logique qui consiste à engranger des profits et à le redistribuer aux actionnaires et à créer toujours plus de tensions sur les salaires. C'est pas vrai simplement pour Total, c'est une logique assez générale. Vous le savez que la pression sur les salaires, elle est très forte aujourd'hui. La ministre de la Transition énergétique appelle les Français à ne pas faire de surstockage. Il y a une date limite qui est le 1er novembre, date à laquelle les aides à la pompe vont baisser. Est-ce que vous craignez qu'il y ait une ruée vers les stations essence sur la semaine qui va précéder cette date? Mais comment voulez-vous qu'il en soit autrement? Mathématiquement, je le rappelle, en gros, le samplon va passer de 1,75 actuellement à 2 € le litre. Mais comment voulez-vous qu'il en soit autrement? Donc Mais vous voyez dans l'état dans lequel se trouve aujourd'hui la majorité des Français qui voient leur salaire soit stagner, soit augmenter autour de 3,5%, ça dépend un peu, enfin bon, très peu, et avec une inflation générale, et en particulier sur les prix de l'alimentation, qui avoisinent là, à échéance rapide, les 10%. Quand vous avez 153% d'augmentation pour l'huile, 30% pour les pâtes, vous avez bien quelque chose qui ne marche pas. Donc, ce que permettez-moi juste, Madame Autain, alors, vous en parlez, donc je saisis la balle au bon. Oui. On vous a vu dans un supermarché. Oui. Oui, bon, voilà, une grande surface. On va montrer quelques images à nos téléspectateurs. Vous appelez donc à la marche du 16 octobre, qui est une marche pour le pouvoir d'achat et la transition écologique. Il y a eu des commentaires, beaucoup de commentaires sur, sur cette vidéo. Il y en a 2, 3. Oui, non, mais dans les deux sens. Et des commentaires acerbes, oui, j'ai vu. Mais alors certains disent, en gros, on dirait voyage en terre inconnue, qu'on dirait que Clémentine Autain, elle découvre les produits, et là vous dites, bah, vous montrez les produits, vous dites, voilà le prix, etc., etc.
Bah oui, non, évidemment que je découvre pas. En partie, je découvre comme tout le monde. C'est-à-dire qu'en ce moment, on découvre toutes et tous. Quand vous faites vos courses en ce moment et que vous arrivez à la caisse, vous découvrez le montant qui ne correspond pas au montant que vous aviez l'habitude d'avoir avec votre caddie. Si bien que, d'ailleurs, des caissières racontent le nombre incroyable maintenant de gens qui arrivent à la caisse et qui, une fois qu'ils ont le montant, retranchent des produits. Donc c'est bien que la majorité de nos concitoyennes et concitoyens sont aujourd'hui comme moi. Donc c'est pas de la mise en scène politique, parce qu'on a vu en vous écoutant quelques commentaires très négatifs passer, mais il y a effectivement eu beaucoup de likes, et vous l'avez dit. Bien sûr que c'est une mise en scène au sens mise en scène politique, parce que la politique, elle se raconte aussi avec des manières de le faire. Et donc je vais dans cet hypermarché parce que je veux visualiser ce que nous voulons dire pour cette marche du 16 octobre sur Paris. Et j'invite celles et ceux qui nous regardent et qui sont en colère ou qui sont inquiets pour justement leur possibilité, non plus simplement de finir les fins de mois, mais bien les commencer, à venir marcher dimanche, parce que nous avons des propositions. Donc je fais à la fois ce constat dans l'hypermarché de prix qui ont explosé, et c'est une manière aussi d'être pédagogique. Je donne un certain nombre d'éléments dans cette vidéo très courte de 4 minutes, et à la fin je dis qu'on peut faire autrement. On peut faire autrement en bloquant les prix des produits de première nécessité, ce que n'a pas fait le gouvernement, et on peut également augmenter les salaires et les bas revenus, les minima sociaux en particulier, de telle sorte que les Français soient moins pris à la gorge dans ce moment qui est un moment de crise multiple. Madame Autain, vous appelez donc à cette marche du 16 octobre. Ça a été un petit sujet de tension au sein de la NUPES. Juste, je vais restituer les éléments pour que ce soit clair pour tout le monde. Jean-Luc Mélenchon fait un premier tweet. Il dit: les 5 et 6 octobre 1789, les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère. Elles ramènent le roi, la reine et le dauphin de force sous contrôle populaire. Faites mieux le 16 octobre. Olivier Faure, partenaire socialiste, trouve ça un peu excessif. Il lui dit: bon, là, Jean-Luc, tu peux faire mieux. La provocation, c'est pas toujours le meilleur moyen de se faire entendre. Il n'y a plus de roi, il n'y a plus de reine. Nous n'aurons ni pique ni fourche. Notre mobilisation sera non violente. Sa force, son message, la justice contre le désordre social. Est-ce qu'il y a eu une exagération dans les mots ? Peut-être que tout le monde ne s'est pas bien compris. Donc je pense que ce qui fait accord au sein de la NUPES, c'est qu'à aucun moment nous n'appelons à être violents. C'est pas du tout l'état d'esprit. Je rappelle quand même que 1789, d'abord, c'est une ancienne histoire, donc c'est d'autres normes sociales, et c'est le renversement du régime monarchique. Donc forcément, ça se fait pas tout à fait de manière... vous voyez ce que je veux dire ? Il y a eu un ce que moment dit Olivier Faure, c'est que c'est plus d'actualité, quoi. Non, mais c'est une référence positive. Je pense qu'il y a un consensus en France pour dire qu'heureusement qu'il y a eu 1789. Je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Et donc heureusement qu'à un moment donné, des femmes en particulier, mais pas seulement, mais des femmes en première ligne à ce moment-là, sont allées. Et ce jour-là, c'est un moment qui n'est pas violent. C'est pas le moment où on coupe la tête du roi. C'est une première marche, et c'est contre la vie chère d'une certaine manière. Donc il fait écho, et on peut le prendre avec humour, à cette période-là, pour essayer de susciter un élan qui trouve racine dans notre histoire française, de moments où nous n'acceptons pas. Et donc on ne se résigne pas, on n'est pas devant la fatalité, on est dans une action collective qui permet de débloquer la situation. Après qu'Olivier Faure ait eu l'angoisse que ça puisse être interprété comme un appel à la violence, ça n'est absolument pas l'état d'esprit que nous avons toujours d'ailleurs, de façon très nette, développée. Il y a de manière, je ne sais pas si vous dites récurrente, régulière, je vous laisserai d'ailleurs les juger comme vous le souhaitez, mais des mots utilisés dans votre camp qui parfois choquent l'opinion ou choquent votre opposition politique. Lorsque Daniel Obono dit « mangez vos morts » à des gens qui ne pensent pas comme elle, lorsqu'Olivier Faure se sont obligés de tempérer les propos de Jean-Luc Mélenchon, est-ce que ça n'est pas un problème? Est-ce que ça ne brouille pas le message politique de fond? Je pense que tout n'est pas tout à fait de même nature. Voilà. Non, je parle de la méthode, pas du fond. Oui, mais enfin, le problème, c'est aussi le fond. C'est-à-dire que si de temps en temps on choque, mais qu'on n'a pas de problème de fond, voilà, ça fait partie de la vie politique. Là où moi je suis plus d'accord, c'est si on arrive à d'abord être contre-productif par rapport au message qu'on veut passer, ou alors qu'on atteint une sorte de point Godwin, vous voyez, où c'est pas acceptable. Voilà, donc je pense que, en tout cas pour ce qui est de ma famille politique, je dois le dire, et ma famille politique, c'est à la fois évidemment la France Insoumise, je siège au sein de la France Insoumise, mais j'estime que ma famille politique, c'est la NUPES. C'est la NUPES. Donc cette grande alliance de gauche.
c'est cette alliance, c'est elle qui peut nous permettre de gagner et c'est elle qui peut nous permettre de grandir et d'être fort dans un moment où on a une tripolarisation du champ politique. Donc moi, quand je vois qu'on se répond, qu'on se comprend pas ou qu'on a voilà, des moments de tension comme ça, je souhaite qu'on se parle, qu'on dépasse ça et qu'on trouve une voie qui à la fois permette de ne pas perdre ce qu'a fait la force de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, c'est-à-dire aussi une capacité à incarner une forme de radicalité au sens de prendre à la racine les problèmes, d'exprimer la colère populaire et de le faire peut-être dans des termes qui soient plus solennels et qui ne clivent pas dans notre propre famille politique au sens large. Là, je parle évidemment des dirigeants, des sympathisants, mais j'ai envie de dire surtout de celles et ceux qui nous ont fait confiance. Alors justement, un dernier mot au sujet de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il était l'invité à la mi-journée d'une émission politique dans laquelle il a été questionné au sujet d'Adrien Quatennens. Alors Aurore Berger, que je recevais moi cette semaine à l'Assemblée, a fait allusion en creux au cas d'Adrien Quatennens, dénonçant le soutien, l'affection, dit-elle, de certains dans votre camp à cet homme qui a reconnu avoir été violent avec son épouse. Et Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui dit il a été violent une fois, ça ne fait pas de lui un homme violent. Et il dénonce, Jean-Luc Mélenchon, le lynchage dont fait preuve Adrien, que subit Adrien Quatennens. Est-ce que là aussi le choix des mots est adéquat ? Je ne partage pas les mots employés aujourd'hui par Jean-Luc Mélenchon, mais permettez-moi de reprendre le début de votre propos sur Aurore Berger, parce que je voudrais d'abord commencer par comment dire, une forme de colère que j'ai vraiment vis-à-vis d'elle, parce que c'est une instrumentalisation politique qui m'insupporte. Vous voyez, quand il y a eu l'affaire Simian, dont on a peu parlé d'ailleurs... Nous l'avons interrogé à ce sujet à la mi-journée. J'ai pas vu ce passage-là, mais je veux dire, à l'époque où moi je me suis battue pour qu'il y ait la levée d'immunité vis-à-vis d'un député, il faut le rappeler parce que personne ne le sait, mais il y avait un député qui était poursuivi pour harcèlement sur son épouse. Qui était poursuivi pour harcèlement, mais c'est un homme dont la femme avait un téléphone grave danger. Oui. Donc, le nombre de femmes qui ont des téléphones grave danger, c'est pas toute la France. C'est pas assez. Voilà, et cet homme a, quand je dis harcelé, c'est-à-dire qu'il a coupé l'électricité de sa femme, crevé ses pneus, enfin bon, c'était un harcèlement absolument épouvantable. Eh bien, pour la levée de l'immunité demandée par la juge d'instruction pour pouvoir faire avancer l'enquête, eh bien, monsieur Ferrand, qui était à la tête du bureau, enfin à la tête de l'Assemblée nationale, il en était le président, s'est arrangé pour qu'il n'y ait pas cette levée d'immunité. Avez-vous entendu Aurore Berger ? Jamais. Que dit Aurore Berger sur Damien Abad? Rien. Que dit Aurore Berger sur monsieur Darmanin depuis le début que nous avons dans la presse des faits qui donnent à voir que vous interrogez sur tous ces sujets à la mi-journée, madame Autain. Alors, je vous renvoie vers l'émission du coup, mais c'est vous qui êtes là ce soir sur ce plateau ce soir. Moi, je vous dis juste que ce qu'elle a fait, y compris cette semaine à l'Assemblée nationale, est indécent et c'est une instrumentalisation politique. Ça, c'est un premier point. Après, je vous redis que les propos que j'ai entendus aujourd'hui de Jean-Luc, je ne suis pas d'accord avec la façon dont il, comment dire, dont il prend cette histoire-là, voilà, qui à mon sens mérite d'essayer d'être compris du point de vue du combat que nous menons, c'est-à-dire la lutte contre les violences faites aux femmes. Il souhaite qu'il revienne à l'Assemblée nationale. Moi, c'est chevillé au corps. Est-ce qu'il peut revenir à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous souhaitez qu'Adrien Quatennens, vous, revienne à l'Assemblée nationale? Je pense que c'est pas d'actualité là tout de suite qu'Adrien Quatennens revienne. Je ne suis pas sûre d'ailleurs que ce soit son souhait. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit capable, à la fois à la France Insoumise, mais aussi à l'intérieur de la NUPES, de prendre ces questions en ayant une réflexion collective qui permet d'adapter des sanctions. Or, pardonnez-moi, d'un mot, je veux continuer, c'est-à-dire que comme c'est nouveau, tous ces sujets, MeToo n'a que 5 ans. L'impact sur... C'est pas nouveau, mais on en parle. C'est le fait qu'on en parle, malheureusement. Oui, mais ce qui est nouveau, c'est la tolérance sociale. Ouais. Je veux dire, moi, je me félicite qu'en effet, aujourd'hui, quand un député dit avoir giflé sa femme et ensuite, probablement, d'avoir envoyé trop de SMS, comme il le dit, et qu'il y a 2 mains courantes... Plus une plainte. Plus une plainte, voilà. Ce que je veux dire, c'est que je comprends que je trouve positif que dans la société, ça ne passe pas comme une lettre à la poste. Parce que nous avons changé d'époque. Et nous avons changé d'époque parce qu'il y a eu cette vague. Donc vous demandez plus de collégialité sur ces décisions. Mais Jean-Luc Mélenchon a sa parole et gardera sa parole. Donc c'est pas parce que j'ai un désaccord avec Jean-Luc Mélenchon, vous voyez, d'abord que j'ai plein de points d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, comme vous le savez, mais sur cette façon d'aborder, lui est pris par une intime conviction, il tire un fil qui n'est pas celui que moi je tire. C'est vrai qu'on n'a pas, voilà, peut-être la même histoire sur ces sujets-là. Donc, mais je voudrais que nous arrivions, et la France Insoumise l'a fait, puisqu'elle a fait un communiqué de presse dès le premier jour, hein, où elle a rappelé son attachement au combat contre les violences faites aux femmes. Donc, il faut ensuite se poser et savoir quel type de sanctions peuvent être prises, et qu'on arrive à sortir de tout ça par le haut. Voilà. C'est ça le sujet, c'est sortir de là par le haut, quelle que soit la difficulté
qui est que c'est un des nôtres, que oui, c'est un des dirigeants les plus brillants de la France insoumise, et que oui, forcément, il y a une dimension affective. Mais nous sommes des responsables politiques, et donc le message qu'on envoie me paraît très important. Le secrétaire général de l'Élysée, Madame Autain, a été mise en examen, maintenue à son poste et soutenue par Emmanuel Macron. Je vous propose d'écouter le président de la République à ce sujet. Pour ce qui est de mon secrétaire général, il ne vous aura pas échappé qu'il n'est pas ministre. Et pour ce qui est d'un homme qui, depuis plusieurs années, passe ses nuits et ses jours à servir l'État avec un dévouement et une intégrité dont je peux témoigner, je considère que la décision que je prends est tout à fait légitime. La justice suit son cours en totale indépendance, mais ce ne sont pas des décisions de procédure qui doivent conduire à prendre des décisions administratives et pour moi à choisir mes collaborateurs. Il a donc toute ma confiance. Comment réagissez-vous, Madame Autain? Écoutez, la République exemplaire, voilà, on prend quand même un coup. Je constate que Emmanuel Macron maintient Éric Dupond-Moretti au poste de ministre de la Justice, alors qu'il avait dit lui-même qu'un ministre qui serait mis en examen par la Cour de justice de la République. Voilà, donc je vois qu'il y a le candidat Macron et le président Macron qui a un gap, ce qui est quand même grave, d'autant que M. Dupond-Moretti, en fait, se sert de son poste de ministre de la Justice. C'est ça, en tout cas, dont il est question. Il se serait servi de son statut de ministre de la Justice pour régler ses comptes de quand il était avocat. Et là, Alexis Collère, il s'agit de prise illégale d'intérêt, c'est ce dont il est question. Donc c'est à Emmanuel Macron, je crois, d'assumer son choix, que les Français regardent, de le maintenir. Ça le regarde, enfin ça nous regarde si j'ose dire, mais je veux dire, c'est sa décision à lui. Un dernier mot, Madame Autain, au sujet des retraites. Alors, la concertation a été lancée par le gouvernement, elle prend différentes formes. Le texte arrivera ensuite à l'Assemblée nationale. On ne sait pas encore s'il s'agira d'un amendement au projet de loi de finances, s'il s'agira d'un texte ad hoc. Vous avez vu la porte entrouverte, j'imagine, par Olivier Dussopt, ministre du Travail, ce matin dans la presse, qui dit, bon, on va augmenter l'âge de départ, mais on veut bien en discuter. Finalement, est-ce que ces concertations servent à quelque chose ou est-ce que vous dites, pour nous, c'est 60 ans, c'est terminé. Eux disent, ce sera plus tard, c'est terminé. Donc, Aurore Berger dit ce midi, vous les poussez au 49.3. Nous ne voulons pas d'allongement de l'âge de départ à la retraite. Nous n'en voulons pas. Voilà, c'est simple. Et d'ailleurs, les Français sont majoritaires à ne pas vouloir que cet âge soit repoussé. C'est plus de 7 Français sur 10 qui sont opposés à ce report. Donc, j'estime que la Macronie n'a pas de majorité, pas simplement à l'Assemblée nationale, mais dans le pays pour le faire. Toutes les études du corps, c'est-à-dire du Conseil d'orientation des retraites, nous disent qu'il n'y a pas péril en la demeure. C'est-à-dire que notre système de retraite n'est pas aujourd'hui en situation de devoir être absolument. Mais le président de la République, il dit que ça ne sert pas qu'à ça. Il veut utiliser cet argent-là, ces ressources-là, pour autre chose. Parfait. Il dit que ce sera 8 milliards. D'accord. Ce que le corps, donc le fameux Conseil d'orientation des retraites, conteste. Pourquoi il conteste? Parce que si vous faites partir les gens à 65 ans, officiellement, ce qui veut dire que beaucoup partiront en réalité à 69 ans, ça veut dire que vous allez avoir, vu le chômage des seniors, beaucoup d'argent qui va partir pour payer le chômage, pour les problèmes de santé qui vont être afférents et pour les enjeux de solidarité avec le RSA. Non. Et donc le corps dit en fait ça rapporterait 2,5 milliards et non pas 8. Mais si vous voulez trouver 8 milliards, c'est très simple. Maintenez l'impôt de production, la CVAE, que le gouvernement veut donc il n'y aura pas de discussion, supprimer. quoi, Madame Autain, en fait, en vérité. Mais moi, je veux bien discuter, mais discuter de quoi? Moi, le problème, c'est qu'on ne va pas régler cette question-là par une simple discussion. Donc moi, je dis à celles et ceux qui nous regardent et qui ne veulent pas de cette contre-réforme, de venir marcher avec nous le 16 dans la rue à Paris, parce que je pense que ça fait partie aussi du rapport de force avec le gouvernement. Et je trouve l'entêtement du gouvernement totalement fou dans la période que nous traversons. C'est une réforme qui est injuste, qui n'a pas de sens socialement. Il faut partager les richesses et il faut partager le temps de travail. C'est ça le progrès humain. Merci beaucoup Clémentine Autain d'avoir accepté mon invitation ce soir. Nous allons maintenant retourner sur l'actualité.